Est-ce qu'il faut continuer de soutenir l'Ukraine, peu importe combien de temps dure la guerre? Le premier ministre Trudeau a promis de se tenir aux côtés du président Zelensky aussi longtemps qu'il le faut. Mais quand même, la question commence à se poser et on va justement la poser à nos commentateurs. Est-ce que, Rodolphe, il peut y avoir au Canada une fatigue de l'opinion publique dans le dossier de l'Ukraine? Pour l'instant, je ne le crois pas et je crois que du point de vue politique et au niveau de la population, non. Mais bien évidemment, si on regarde par rapport aux États-Unis et le fait, par exemple, qu'il y a quand même un contraste. M. Zelensky est venu, il a été fait un discours au Parlement, son deuxième discours au Parlement. Le leader républicain au Congrès n'a pas voulu qu'il s'adresse au Congrès quand il était à Washington hier. Donc, on voit qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus présent qu'au Canada. Ensuite, la question, c'est combien de temps va durer ce conflit. Le problème actuellement, comme le professeur l'a dit, c'est que la contre-offensive n'a pas véritablement encore eu lieu. Et en fait, l'équipement aussi prend du temps à arriver. Donc, est-ce qu'on veut négocier quand on n'est pas dans une position de force? Je ne le pense pas. Et surtout, pour négocier, il faut que les deux parties veulent négocier. Et actuellement, on n'est pas du tout dans ce scénario. Exactement, parce qu'on est, on est engagé dans un bras de fer qui pourrait durer longtemps. Quand on voit les territoires occupés par la Russie, et ça touche Mariupol et ça touche vraiment l'est du pays, la contre-offensive ukrainienne, c'est ce qui est en jaune, puis vous voyez que c'est quand même mince. C'est difficile, la contre-offensive ukrainienne, et ça peut prendre beaucoup de temps. Cyril, on a l'inflation, on a les coupes dans le budget au Canada, nécessairement. Il y a toutes sortes d'enjeux qui touchent le Canada. Jusqu'à quel point les Canadiens seront derrière le gouvernement pour financer, pour soutenir, pour aider l'Ukraine? Bien, je pense, comme Rodolphe, que les Canadiens sont toujours là, ils sont présents. On l'a dit tout à l'heure, le fait qu'on ait un fort contingent d'Ukrainiens ici, ça joue en sa faveur également. Bon, évidemment, on a tendance à penser que c'est long parce que ça fait 18-19 mois, mais on est là pour longtemps, c'est clair. Le premier ministre lui-même l'a dit. Hein, est-ce qu'on s'en va vers un compromis mou? Non, on va être là aussi longtemps que possible. Je pense qu'on entend ça ailleurs. Aux États-Unis, effectivement, tout de suite, le timing n'était pas bon parce que ce qui se passe au Congrès en raison du budget, c'est pas un terrain propice pour ce genre d'appui-là. Mais bon, mais vous sentez que le Canada, vous sentez chez vous aussi, vous sentez que les Canadiens sont derrière le président Zelensky? Je pense que oui. Je pense que le discours aussi humanitaire, et ce que je veux dire par là, c'est quand on met en lumière, par exemple, l'enlèvement des enfants, des écoles où on envoie les jeunes pour être russifiés, tous ces aspects-là, ça touche les Canadiens, c'est clair. Oui. On est un pays qui a été reconnu pour défendre ces principes-là partout sur la scène internationale. Donc, je pense que ça touche les gens. En tout cas, il y a une fibre émotive là qui est assez importante. Tacha. Elle semble être encore présente au Canada. Tacha. Oui, moi je suis d'accord avec ça. Écoutez, M. Zelensky, aujourd'hui, dans son discours, a dit qu'il se passe un génocide en Ukraine. Le terme génocide, ici au Canada, on est très sensible à ça. On en parle de façon domestique de notre population autochtone. Alors, cette question, je pense qu'on doit appuyer les droits humains et appuyer les droits des Ukrainiens a plus de valeur peut-être qu'aux États-Unis, où clairement c'est devenu une question très politique dans une année très politique. Oui. On ne vit pas ça ici. On va y aller aux États-Unis, d'ailleurs, rejoindre Azeb Voldegorgis tout de suite, parce que M. Zelensky était là, aux États-Unis, hier, Azeb, mais clairement, on sent que le soutien à l'Ukraine s'effrite du côté américain. Expliquez-nous ce qui se passe. Oui, voilà, exactement. Écoutez, Joe Biden réclame 24 milliards de dollars en aide militaire, humanitaire à l'Ukraine. Et là, le Congrès n'a pas encore approuvé ça. Mais en fait, le Congrès est non seulement divisé sur la question ukrainienne, mais aussi divisé sur le budget annuel. Là, on redoute vraiment une paralysie du gouvernement dans 8 jours. Le 30 septembre, c'est vraiment la date limite pour que les élus s'entendent sur ce budget annuel-là. Donc, Volodymyr Zelensky est venu au Congrès dans un contexte extrêmement tendu. Donc, je regarde le contraste entre sa visite d'hier et la visite au Canada, c'est incroyable. Il a rencontré les sénateurs hier, c'était à huis clos. Il a rencontré 100 sénateurs à huis clos. Le président de la Chambre des représentants ne voulait pas l'accueillir. C'est le leader démocrate de la Chambre des représentants qui l'a accueilli. Kevin McCarthy ne voulait pas trop se montrer avec Volodymyr Zelensky.
Et le contraste entre le discours qu'il tenait en 2022, lorsqu'il est venu s'adresser au Congrès, le président ukrainien, et le discours que tient Kevin McCarthy aujourd'hui est complètement différent. Il dit on ne doit rien à Volodymyr Zelensky, on envoie des milliards, on ne sait pas trop où ça s'en va. Et ce qu'on entend ici et ce qu'on lit aussi, bon, il a renvoyé son ministre de la Défense, Volodymyr Zelensky, également six conseillers proches, il les a renvoyés aussi. Donc on parle également d'accusations de corruption. Donc on remet un peu en question où va cet argent. Il y a énormément d'élus qui me disaient ça hier. Écoutez, on ne peut pas juste donner un chèque en blanc. On parle quand même de 113 milliards de dollars américains. Donc, de plus en plus de questions sont posées. Mais encore là, Gérald, c'est politique. Ce sont surtout des élus républicains soutenus par Donald Trump. Donald Trump, on le sait, avait dit dans le passé, si c'était moi qui avais été président, il n'y aurait pas eu de guerre avec la Russie. Et c'est ça, il a mis le pied dans un pays complètement divisé sur le plan politique, alors qu'au Canada, les politiciens semblent vraiment être derrière la position canadienne face à l'Ukraine. Malgré tout ce qu'on dit, les médias américains ont quand même annoncé l'envoi de nouveaux missiles. Voilà, et ça serait une très grande nouvelle si elle est confirmée par la Maison-Blanche. Elle ne l'est pas encore. C'est confirmé par le Washington Post, le Wall Street Journal, que Joe Biden, après sa rencontre avec Volodymyr Zelensky, lui aurait dit « on va vous donner les missiles Attack-MS », c'est-à-dire les missiles de longue portée qui peuvent aller jusqu'à 300 km, qui peuvent atteindre des stratégies, des points d'infrastructure stratégiques russes. Donc, ça pourrait vraiment changer la donne. Ça n'a pas encore été confirmé par la Maison-Blanche, les détails, mais s'il s'avère que c'est vrai, que les médias américains disent vrai, ça pourrait quand même changer la donne. Donc, on suit ça de près, évidemment. Et le président Zelensky n'a pas voulu répondre directement à la question qui était posée par un journaliste, justement là-dessus. Merci, Azeb. Je vous en prie. Est-ce qu'on est dans... Là, si on envoie des missiles comme ça, donc on est dans la guerre complète, là, on poursuit la guerre, puis l'Ukraine doit gagner aux yeux des Occidentaux. Ou bien il faut négocier, Julien. Il faut vraiment négocier. Il faut pousser l'Ukraine et la Russie à négocier. Mais c'est clairement pas le calcul ni de Washington ni d'Ottawa et de la plupart des alliés occidentaux de l'Ukraine, parce que on considère que négocier, c'est capituler. Et à ce titre, on a parfaitement raison. Ce qui est intéressant avec l'éventuelle annonce de ce nouvel équipement militaire qui devrait être confirmé par Washington, c'est qu'on est dans la logique de l'administration Biden depuis le début du conflit. On a un appui qui est très très ferme, ça c'est évident, mais en même temps, on est très prudent lorsqu'il s'agit d'accepter de livrer des matériels militaires un petit peu plus sophistiqués, parce que on craint de provoquer Moscou du côté de Washington. Il faut trouver l'équilibre. La crainte nucléaire même? La crainte nucléaire et la crainte en fait d'escalade plus générale du conflit. On craint que Moscou cible encore plus les civils qu'elle ne le fait depuis le début de cette guerre. On craint même du côté de la Maison-Blanche que Moscou cible plus délibérément les officiels du gouvernement ukrainien et le président Zelensky lui-même. Et on a peur aussi ces derniers temps que Moscou décide de frapper les centres logistiques par lesquels transitent ces armements. Ces centres logistiques qui sont essentiellement en Pologne et en Roumanie, 2 pays membres de l'OTAN. Donc imaginez le casse-tête du côté de Washington si Moscou multipliait les frappes sur ces pays-là. Comment on réagirait? Et donc l'extrême prudence du côté de la Maison-Blanche. J'entendais Marie-Ève Bédard un peu plus tôt sur nos ondes qui disait la sortie de crise est un sujet complètement tabou en Ukraine. Est-ce que le Canada et les États-Unis, mais parlons du Canada ici, Rodolphe, est-ce que le Canada devrait pousser pour une solution de négociation pour amener les deux parties, et Vladimir Poutine et le président Zelensky, à la table? Bien, c'est sûr qu'on veut toujours que les conflits durent le moins longtemps possible, mais je ne pense pas qu'actuellement, c'est la bonne fenêtre pour qu'il y ait une négociation. Écoutez, il faut voir aussi tout un côté de géopolitique mondiale. On a la Chine aussi d'un autre côté qui regarde ce qui se passe, qui a des vues sur Taïwan, et on voit Donc, en fait, quand on parle d'intégrité territoriale, il faut qu'on regarde ça du point de vue très géopolitique. Il faut, parce que les Chines regardent ce qu'ils font, et aussi du point de vue canadien, il ne faut pas qu'on oublie qu'on a l'Arctique canadien, on a des vaisseaux, des bateaux chinois et russes qui sont à nos côtes aussi. Si demain, la Chine ou la Russie venait et plantait, ou surtout la Russie plantait un drapeau dans l'Arctique canadien, on ferait quoi? Donc tout ça, c'est pour aussi, quand M. Trudeau parle de « on doit respecter les règles », c'est tout l'équilibre et la géopolitique mondiale qui est reflété dans ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que le positionnement du Canada, Tacha, doit changer? Est-ce qu'on devrait ouvrir davantage ou discuter davantage avec les Ukrainiens la possibilité, bien sûr épouvantable, mais qui serait quand même celle-là, de concéder une partie du territoire russe?
Je pense que non, on n'est pas rendu là et je pense pas qu'on va se rendre là. C'est très clair et ce que Rudy a dit absolument, il a raison parce que le Canada soutient l'intégrité territoriale, la souveraineté. On sait même cette semaine, M. Trudeau l'a défendu en ce qui a trait à l'Inde. Lundi, défendre la souveraineté canadienne. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.